Bienvenue pour une nouvelle émission de Fenêtre sur le Monde, en compagnie d'Adrien Dessuin, membre du comité de rédaction de Conflit. Nous recevons Pascal Boniface pour évoquer l'intelligence artificielle, qui est un domaine en pleine expansion et où vous allez vous rendre compte qu'il y a des enjeux de puissance extrêmement importants, de puissance et d'entreprise, évidemment, parce que lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas évoquer notamment les GAFAM et l'ensemble des entreprises qui vivent autour de ces nouvelles technologies. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes le directeur de l'IRIS qui fête cette année son 30e anniversaire. Dans une émission précédente avec Frédéric Charillon, on avait évoqué l'importance des think tanks et du poids intellectuel de ces think tanks, et vous êtes une des preuves, je ne vais pas dire unique, heureusement, mais enfin, il y a peu de centres de recherche en France, notamment à dimension internationale. L'IRIS en fait partie, et avant d'évoquer l'intelligence artificielle qui va occuper le reste de notre émission, mais je voulais commencer par ce sujet-là, d'abord parce qu'un anniversaire c'est important, surtout 30 ans, et vous avez fondé ça en 1991, qui est un autre monde, c'était la guerre du Golfe. Oui. L'Union soviétique existait encore, puisqu'elle a disparu le 25 décembre 1991. Mais on a vraiment l'impression que c'est un temps du passé. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses qui demeurent. Et sur les regards des 30 ans que vous avez passé à la tête de l'IRIS, qu'est-ce qui pour vous a le plus changé depuis 1991 ? Et qu'est-ce qui est aussi le plus permanent? Qu'est-ce qui n'a pas changé? 30 ans, c'est une longue période. Qu'est-ce qui a le plus changé? Je dirais c'est IRIS. On est parti d'une toute petite structure de 2 personnes pour faire un livre. C'est devenu un think tank maintenant important. Mais au-delà de la boutade, qu'est-ce qui a changé? Effectivement, 91 est une date clé. Nous étions, vous l'avez tout à fait raison de le dire, du temps de l'Union soviétique et donc du temps d'un monde qui était encore bipolaire. Mais qui était aussi un monde plein d'espoir. Plein d'espoir puisque la guerre du Golfe avait été gagnée relativement facilement. La grande menace sud qu'on avait évoquée a été vaincue par un collectif sous la bannière des Nations Unies. Bien sûr, la force principale était celle des États-Unis, la principale force militaire, mais c'était bien une bannière des Nations Unies, avec l'assentiment de l'Union soviétique, qui à l'époque on parlait de nouvel ordre mondial, d'un monde dans lequel, pour reprendre les propos de George Bush, les Nations Unies, enfin débarrassées du fardeau de la guerre froide, allaient réaliser les objectifs de leur père fondateur pour maintenir la paix mondiale. Et donc c'était une période, je dirais, d'optimisme, voire même d'euphorie collective. Peu après, d'ailleurs, il y a les accords d'Oslo, et on pense que la paix entre Israéliens et Palestiniens est acquise. Et donc on pense effectivement que la démocratie va se répandre partout. On parle de la fin de l'histoire, puisqu'il n'y aura plus d'affrontements idéologiques. Et on y croyait, c'était pas simplement une formule. Non, non, à l'époque, les gens y croyaient. Je me rappelle encore le jour de la chute du mur de Berlin, Michel Rocard disant c'est formidable, il n'y aura plus de guerre. Et beaucoup de gens pensaient comme ça. Alors, beaucoup disaient, attention, c'est pas parce qu'il faut pas somnibuler sur la menace soviétique, c'est pas parce qu'elle disparaît que tous les problèmes disparaissent. Et je crois que, par ailleurs, moi qui ai une profonde admiration pour Gorbatchev, qui a fêté la semaine dernière ses 90 ans, on a manqué une occasion de bâtir ce nouvel ordre mondial, puisque quand Gorbatchev accepte la guerre du Golfe et lâche son allié irakien, c'est la première fois. Jusqu'ici, depuis 1945, quand une superpuissance avait un allié qui commettait un acte délictueux, on mettait un veto pour le protéger. Et là, Gorbatchev dit non, on va vers quelque chose. Et puis, voilà, au bout de 30 ans, qu'est-ce qui a changé? Internet n'existait pas en 91. C'était un monde où on parlait du moment unipolaire des États-Unis. La Chine, on savait qu'elle allait s'éveiller, mais on ne pensait pas qu'elle serait aussi forte au point de bientôt détrôner les États-Unis. On parlait plutôt de la puissance du Japon, d'ailleurs. Et puis, il y avait beaucoup d'optimisme sur l'Europe, puisqu'on disait que l'Europe, qui a été divisée, eh bien, allait rentrer dans son histoire et sa géographie. Certains disaient même que le leadership, le flambeau du leadership mondial allait retraverser l'Atlantique pour venir en Europe. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes, ne serait-ce que les moyens de communication. Quand Gorbatchev prend le pouvoir, l'information des membres du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique, elle est faite par une demi-douzaine de fonctionnaires qui sélectionnent les dépêches. On n'a pas accès à l'information comme ça. Il y a encore un monopole des gouvernements sur l'information. Et donc, beaucoup d'espoir déçu.
depuis, parce que non, la démocratie ne s'est pas étendue. Oui, il y a toujours des conflits et des guerres, pas les mêmes, certains sont éteints. Bien sûr, il n'y a plus d'apartheid dans l'Afrique du Sud, tant mieux. Il n'y a plus de guérilla et de répression des militaires, des servants de la mort en Amérique centrale, mais on a vu par la suite la Yougoslavie, on a vu que la paix n'arrivait pas au Proche-Orient, on a vu qu'il y avait un génocide au Rwanda, des guerres civiles en Afrique, etc. Voilà, donc une période de 30 ans qui nous produit dans un monde nouveau et les dés roulent encore, parce qu'on ne sait pas tout à fait quel est le monde dans lequel on évolue. Du moins, c'est pas un monde bipolaire, c'est pas non plus un monde unipolaire, c'est pas tout à fait un monde multipolaire. Le monde est encore en recomposition. C'est un monde qu'on pourrait qualifier de néo-westphalien, ou certains disent qu'on va vers un monde médiéval, en fait. Alors, néo-westphalien, moi, je ne crois pas à l'obsolescence des États, même si les GAFAM, et vous en avez parlé, ou les BATX, sont un défi important. Mais pour revenir au propos initial des années 90, je me rappelle à l'époque que quelques collègues disaient que les États allaient devenir obsolètes, puisque à l'heure de la mondialisation, c'était les flux et les réseaux qui allaient l'emporter. Alors oui, les flux et les réseaux sont importants. Oui, les États n'ont plus le monopole des relations internationales, mais ils ne l'avaient pas non plus en 90. Il y avait déjà des firmes multinationales, les ONG. Ces acteurs non étatiques se sont renforcés depuis. Mais on voit bien quand même, ne serait-ce qu'à travers la crise que nous avons subie l'an dernier de la Covid-19, que lorsque les choses vont mal, c'est bien vers l'État que l'on se retourne et pas vers quelqu'un d'autre. Donc les acteurs étatiques, les États n'ont pas le monopole, non plus le monopole, mais ils ne l'ont en fait jamais eu. Même si Raymond Aron disait que les relations interétatiques, les relations internationales sont avant tout des relations interétatiques, ils restent les pivots des relations internationales 30 ans après la fin de la guerre froide et la fin du monde bipolaire. Sur la discipline qui est la nôtre, qui est la géopolitique, c'est un terme qui a été longtemps interdit, non utilisé, puis il y a eu un retour, Yves Lacoste et Hérodote ont joué un rôle important, et aujourd'hui c'est un terme qui est employé tout le temps, parfois un peu à tort et à travers, et comment est-ce que vous définiriez cette discipline et le rôle qu'elle peut avoir aussi pour la compréhension des événements? Et en même temps, enfin, quand on voit le bilan que vous donnez, on se dit aussi qu'il faut être méfiant sur les projections qu'on peut faire, parce que déjà comprendre le passé, c'est compliqué, mais on peut aussi beaucoup se tromper de ses prévisions. Dans les pays dictatoriaux, c'est le passé qui est difficile à prédire, puisqu'on peut le changer. Donc ce n'est pas bien sûr le cas dans les démocraties. Alors la géopolitique, oui, vous avez raison de dire qu'elle a été longtemps diabolisée du fait des nazis, de l'utilisation des nazis, aussi des généraux latino-américains. Yves Lacoste a joué un rôle important pour la réhabiliter en France. Je me rappelle aussi qu'en 90-91, il y a des gens qui disaient c'est la fin de la géopolitique. On va passer à la géoéconomie, parce qu'il n'y aura plus de rivalité entre acteurs politiques, ça sera uniquement une rivalité commerciale. Or, moi, je pense que la géopolitique englobe l'économie. La géopolitique, ce sont les rivalités entre entités politiques ou économiques, entre les acteurs. Et les acteurs sont très différenciés. Il y a les États, mais effectivement, le duel entre les GAFAM et le BATX, c'est de la géopolitique. Le rôle des ONG aujourd'hui, ce que font de Greenpeace, Amnesty International, c'est de la géopolitique. Donc c'est la rivalité pour la puissance entre différents acteurs, entre les différents acteurs qui existent. Alors effectivement, du coup, alors qu'on l'a longtemps masqué ou nié, maintenant on la met un peu à toutes les sauces, de façon parfois excessive. Mais je pense que la géopolitique, outre que c'est l'observation des rivalités, elle se nourrit de ces différentes disciplines qui en font partie. Pour faire de la géopolitique, il faut être un petit peu historien, un petit peu économiste, un petit peu sociologue, un petit peu juriste, un petit peu sciences commerciales, etc., etc. Et donc on picore un peu dans tous les savoirs pour réellement étudier. Si vous voulez réfléchir sur l'impact de l'élection de Biden, il faut être un peu historien pour voir l'histoire des États-Unis. Il faut être aussi sociologue pour voir quelle est la sociologie. Mais il faut bien sûr avoir une spécialité de stratégie pour voir la rivalité, etc. L'économie, ça compte, etc. Et donc je préfère une liste. C'est un peu aussi la somme de tous ces savoirs. D'ailleurs, la géopolitique n'est pas en tant que telle une discipline universitaire. Certains se battent pour qu'elle soit créée, certains d'ailleurs pour pouvoir en être le pape et le chef officiel au niveau français. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'elle reste un peu éparpillée et plutôt qu'elle réunisse l'ensemble de ces disciplines qui, toutes ensemble, font ce qu'est la géopolitique. C'est quand même un mot valise qui prend à la
essentiellement la géographie et la science politique, qui donc sont quand même centrés sur ces deux principales... Oui, au départ, mais regardez la géographie. Lorsque l'on dit qu'un pays, enfin lorsque on veut étudier un pays, il faut voir ses frontières. Regardons la frontière entre la France et l'Allemagne. Elle n'a pas bougé. C'est la même depuis plus d'un siècle. Nos relations ont, elles, sacrément bougé. Elles ne sont plus du tout les mêmes. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un déterminisme. Le problème de l'interprétation de certains pour la géopolitique, c'est de dériver vers un déterminisme géographique. Or, les relations entre deux entités peuvent tout à fait être paisibles si elles le décident ou être confrontationnelles. Mais elles ne sont pas déterminées, elles sont déterminées par des choix stratégiques, des choix politiques, pas du tout par la géographie. Alors, je vais vous poser quelques questions brèves. Dans le premier numéro de Conflit, on avait posé une série de questions à Yves Lacoste et on reprend régulièrement ces questions à nos différents intervenants. Première question courte et réponse brève également. Première question, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a spécifiquement mené vers la géopolitique ? Alors moi j'étais lycéen à Mantes-la-Jolie, j'ai fait ensuite des études de droit puisqu'à l'époque c'était l'époque du plein emploi, donc le droit menait à tout, même sans en sortir, et je voulais être avocat. Et puis arrivé à la fac de droit de Villetaneuse, j'ai vu que le métier universitaire était tentant parce que c'était un renouvellement incessant du débat d'idées. Donc, et puis j'ai été très impressionné par un professeur de droit international, Alain Pelé, qui a été un peu mon mentor. J'ai fait ma thèse de droit international, ma thèse d'état avec lui sur les sources du désarmement. Alain Pelé travaillait à l'époque avec Jean-Pierre Cotte, qui avait créé le Centre d'études et de recherche sur le désarmement. Donc, j'ai fait une thèse là-dessus. Et puis, du désarmement, je suis passé un peu à la dissuasion. Et finalement, j'ai quitté le droit international pour aller d'un point de vue de discipline, puisqu'il faut être casé quelque part à l'université, et géopolitique n'existait pas, en sciences politiques. En fait, je suis devenu spécialiste de relations internationales, donc nucléaire, et puis au fur et à mesure que l'IRIS a grandi, j'ai un peu perdu ma spécialité nucléaire pour être un peu un touche-à-tout ou un généraliste des relations internationales et de la géopolitique. Donc j'ai créé l'IRIS il y a 30 ans, et maintenant l'IRIS c'est une structure qui a une quarantaine de membres permanents, enfin de collaborateurs permanents et une trentaine de collaborateurs associés occasionnels. C'est un peu original parce que la plupart des géopoliticiens viennent plutôt de la géographie, des sciences politiques ou des relations internationales, un peu moins du droit. Oui, effectivement, même si pendant longtemps, le droit a voulu avoir le monopole des relations internationales à l'université, ça ce sont des querelles d'appareils, des querelles byzantines, mais effectivement, moi j'étais pas du tout dédié à ça. Mais disons qu'en droit, j'ai trouvé que le droit international était la matière de droit la plus politique, avec le droit constitutionnel. Et comme la politique m'intéressait beaucoup, finalement, j'ai voulu un peu... Je suis allé en fac de droit pour avoir un boulot, j'ai tout fait pour faire quelque chose qui se rapprochait plus de mes amours originales. Deuxième question, la vertu cardinale d'un géopoliticien. C'est de penser qu'il est dans un cadre qui n'est pas le cadre de tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes géopoliticien au Japon, par exemple, il ne faut pas penser dans un cadre japonais, uniquement dans un cadre japonais. Ou si vous êtes géopoliticien en France, il ne faut pas uniquement penser dans un cadre français occidental. En même temps, je me revendique comme français. Mais il faut aussi comprendre le point de vue de l'autre. Pour moi, comprendre n'est pas légitimer d'ailleurs, pour reprendre une querelle. Si vous ne connaissez pas le point de vue des autres, et connaître le point de vue des autres, c'est pas uniquement aller à Munich et céder. Mais il faut quand même intégrer le point de vue de l'autre pour mieux le comprendre, quitte à lui opposer des arguments qui ne sont pas les mêmes. Or, trop souvent, on ne prend pas en compte la dimension extérieure. Quel est le péché capital pour un géopoliticien ? Celui-ci, c'est raisonner de façon fermée, de penser que on est le tout alors qu'on n'en est qu'une partie. Par exemple, j'entends souvent dire la communauté internationale a pris telle décision alors que l'on parle de la communauté occidentale. Et ça, c'est un vrai défaut. Les États-Unis, généralement. Voilà. Votre maître ou vos maîtres ? Alors, j'ai pas de maître, mais j'ai des mentors. Moi, ma devise, c'est plutôt ni Dieu ni maître, mais j'ai des mentors. J'ai des profs qui ont beaucoup compté dans mon parcours quand j'étais au lycée, à la faculté, à Alain Pelé, et puis ensuite des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont fait avancer dans ma réflexion. Et donc, effectivement, Hubert Védrine maintenant, et puis les lectures aussi de Brzezinski, Harari, Kissinger, les grands auteurs qui, au fur et à mesure, ont nourri. Donc, j'ai pas de maître
peut-être, en tous les cas, mais j'essaie de me nourrir de multiples influences. Plutôt des auteurs réalistes, si je... Oui, si je alors effectivement, vous avez parfaitement raison, j'appartiendrais plutôt à l'école néo-réaliste des relations internationales, même si j'ai lu tous les livres sur l'ingérence, Betati, Kouchner, etc., mais je me reconnais moins dans leurs pensées. Votre voyage le plus instructif? À titre personnel ou professionnel? Alors, la frontière est parfois un peu ténue. Enfin, celui qui vous a le plus marqué dans votre formation professionnelle. Professionnelle. En 1985, j'ai été invité par ce magnifique programme, Young Leader Programme des États-Unis. J'ai passé un mois aux États-Unis. Je pouvais choisir ce que je voulais faire. Ça, c'est un scoop, vous êtes Young Leader. Oui, oui. Et puis à l'époque de Gore, puisqu'on avait des solides bourses, on avait un accompagnateur, et donc j'ai sillonné les États-Unis pendant un mois, dans les think tanks, aussi dans les États-Unis profonds, et on pouvait faire aussi un peu de tourisme. Et donc là, effectivement, et comme j'étais jeune, j'étais un peu au début de ma carrière, j'avais même pas terminé, j'avais même encore soutenu ma thèse, donc ça m'a profondément marqué, effectivement. Alors, autre question, votre sujet d'étude de prédilection. Vous avez un petit peu répondu en expliquant que vous étiez généraliste. Mais... Oui, alors je dirais qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la géopolitique du sport. C'est un concept que j'ai développé face au départ au scepticisme, pour ne pas dire face à l'ironie générale il y a 20 ans, quand en 97, je suis allé proposer et au Seuil et aux presses de Sciences Po de faire un livre Football et relations internationales. On m'a rionné en disant qu'il n'y a aucun sujet entre les deux et que soit je faisais un bouquin sur le football, soit je faisais un bouquin sur les relations internationales, mais il n'y avait vraiment aucune matière à faire un lien entre les deux. Je crois qu'aujourd'hui, peu de personnes doutent quand même qu'il y a quand même quelque chose dans la géopolitique. Et ça m'a permis finalement, moi qui adore le sport, mais qui ne suis pas très doué pour le sport, de m'insérer dans le milieu sportif que mes seuls talents ne m'auraient jamais permis de faire. Le fondement de la puissance, selon vous? C'est un ensemble de mesures. La puissance, c'est une chaîne qui se mesure au maillon le plus faible. Si vous êtes une très grande puissance militaire, mais que votre l'économie est faible, style l'Union soviétique, vous écroulez. Mais si vous êtes très riche et que vous êtes faible, vous excitez les appétits des voisins. Donc je pense que la puissance, c'est le hard power, le soft power, un ensemble de l'économie, technologie, le bien-être social, etc. Et c'est un ensemble. La faiblesse d'un pays, c'est son maillon le plus faible. Vous avez aussi été connu pour, j'allais dire, les polémiques que vous avez pu avoir. Et c'est bien aussi d'avoir des auteurs qui sont capables de porter une voix singulière et capables de les défendre de façon ferme. Je me souviens de votre livre « Les intellectuels faussaires » où vous aviez listé un certain nombre de gens. C'est un livre qui m'a marqué, je reconnais, notamment Thérèse Delpech qui avait ensuite... donné à toute une génération d'intellectuels un peu néoconservateurs français, qui est sans doute un des premiers peut-être à parler de ce sujet. Est-ce que vous pensez que cette génération-là, cette génération Delpech et celle qui a suivi immédiatement après, a à son tour pu transmettre ces idées à une nouvelle génération qui arrive maintenant en tête des... Alors, c'est vrai que dans Étienne Faussaire, j'ai surtout attaqué le mensonge des gens. Quand on vous dit qu'il y a des armes nucléaires en Irak et qu'il faut faire la guerre pour cela, c'est pas une opinion. Parce que quelqu'un qui est spécialiste peut pas ne pas savoir qu'il n'y a pas d'armes nucléaires en Irak. Donc c'était plutôt... Moi j'aime bien la confrontation d'idées. Ce qui me déplaît, c'est les gens qui mentent sciemment pour tromper le public. Alors Thérèse Delpech, qui était une amie d'ailleurs pendant très longtemps, et qui m'en a beaucoup voulu quand j'ai fait un article contre la reprise des essais nucléaires en 95, et depuis elle a coupé toute relation, c'était une très forte personnalité. Et elle impressionnait par son intelligence, par sa personnalité, par son côté aussi autoritaire qui faisait que beaucoup de gens avaient peur d'elle et ils n'osaient surtout pas la contredire. Et effectivement, elle a marqué toute une génération de gens qui ont été sous son influence, qu'elle a aussi aidé, puisqu'au CEA, elle avait les moyens d'aider toute cette génération. Et effectivement, on peut dire que beaucoup de gens qui ont des positions importantes aujourd'hui au Quai d'Orsay ou ailleurs ont eu Thérèse Delpech comme mentor. Oui, parce qu'elle intervenait à l'école de guerre. Hein. Il y a eu aussi des influences, y compris au ministère de la Défense. Enfin... Oui, tout à fait, à Matignon. Mais je crois que c'est surtout par les groupes de réflexion et par la force de son argumentation et son caractère un peu cassant, voire castrateur, qui impressionnait beaucoup de monde, qu'elle a effectivement développé autour d'elle des gens qui lui vouaient une admiration sincère. Moi, j'étais pas d'accord avec elle et surtout, je la trouvais très intolérante. En réalité, c'est qu'elle n'acceptait pas le débat, finalement. Et c'était un peu, mais finalement, c'est pas tout à fait anormal, qui n'est pas avec moi et contre moi. C'est pas anormal quand on a soutenu la guerre d'Irak.
Alors on va aborder maintenant l'intelligence artificielle. Donc c'est le sujet de votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'intelligence artificielle, qui est publié aux éditions Erol. Un sujet assez nouveau parce que la partie technologique est nouvelle. On a évoqué tout à l'heure les évolutions depuis 1991. Évidemment, c'était un sujet dont on ne parlait pas du tout en 1991. Néanmoins, on parlait quand même de l'informatique. On n'imaginait pas d'ailleurs tout ce que ça allait donner. Enfin, on voyait bien qu'il y avait un sujet. Qu'est-ce qui aujourd'hui est spécifiquement intelligence artificielle? Qu'est-ce qui distingue ça de l'informatique ou du numérique tel qu'on a pu le connaître il y a encore 5 ans ou 10 ans? Alors, vous faites bien de faire la référence à 91, que une des raisons de l'échec de l'Union soviétique, c'était son retard technologique. Mais dans un pays où les photocopieuses sont contrôlées par le KGB, les technologies décentralisées qui donnent de la responsabilité aux individus sont forcément peu développées. Gorbatchev est arrivé trop tard pour les développer. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un des facteurs importants de puissance, c'est l'accumulation de données, c'est le fait que des machines ont une intelligence et font ce que l'homme pourrait faire. Et donc effectivement, pour moi, ça n'a pas été facile de rentrer dans ce livre, parce que je suis en rien scientifique. Je suis sciences humaines et pas du tout, j'étais nul en maths au lycée, etc. Et j'ai fui cela tout le temps. Mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas passer à côté de cela parce que c'était en train de façonner non seulement les rapports de force internationaux, mais également les sociétés dans lesquelles nous vivons. Par rapport au débat liberté-non-liberté, par rapport également au terme de quels sont les métiers qui vont subsister, est-ce que ça va créer un chômage de masse ou au contraire, est-ce que ça va être la source d'une corne d'abondance qui va nous permettre à tous de nous gaver de tout ce que l'on voudra. Et puis au niveau international, on voit bien, ne serait-ce qu'à travers le duel Chine-États-Unis et des inquiétudes européennes et françaises de la peur d'être déclassés. Aujourd'hui, je crois que les pays qui n'ont pas pris le virage de la révolution industrielle au XIXe siècle ont été déclassés et ont été dominés par ceux qui avaient pris le virage. La puissance au XIXe siècle, c'est quand même avant tout la puissance industrielle qui donne aussi la puissance militaire et la puissance économique. Le charbon et le train voilà. et le canon. Et les canons. Et les canons. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et les pays qui ne vont pas se plonger là-dedans, qui vont se laisser distancer, eh bien, subiront le même sort que les pays qui n'ont pas pris le virage de la révolution industrielle au XIXe siècle. Alors, vous évoquez la question des entreprises, notamment des GAFA. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de sujets dans ce thème de l'intelligence artificielle. Les États, les entreprises, la question également des ressources, parce que tout ça est bien matérialisé, donc il faut des matières premières. Peut-être commençons un peu par la fin, si je puis dire, c'est la place de la France, et comment la puissance française peut, elle, se trouver une place dans ce rapport entre Chine, États-Unis, Google d'un côté, entreprises numériques chinoises de l'autre. Est-ce qu'il y a encore une place pour la France et pour les pays d'Europe? Ou est-ce qu'ils sont condamnés à être broyés? Alors, je vais répondre. En fait, il y a plusieurs questions dans votre question et j'essaie d'y répondre par sous-question. Premièrement, en faisant ce livre, j'ai réalisé ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, que ce sujet n'a pas du tout été traité pendant les élections présidentielles de 2017. Qui a parlé d'intelligence artificielle? Benoît Hamon a soulevé la question du revenu universel par la question de la disparition du travail. Mais sinon, je crois que Macron a dit une phrase, mais les autres, quand même un sujet essentiel qui va façonner notre vie. Et on a parlé beaucoup des fake news, donc de l'intervention. Oui, mais pas puissances. Sur l'angle de la compétitivité technologique qui pouvait... Bon, et j'espère qu'en 2022, quand même, ce sujet qui est essentiel pour notre avenir sera mis sur la table. Deuxièmement, on est la France. Eh bien, la France, il y a un paradoxe. C'est qu'on a quand même parmi les meilleures écoles d'ingénieurs du monde, on a une filière de mathématiciens qui est top. Et on est très en retard. Parce qu'on ne sait pas garder nos talents. On est un peu comme un club de foot qui produirait des talents, mais qui partirait tout de suite après parce qu'ils ont des meilleurs... Il y a bien sûr la question de la rémunération, mais il y a surtout la question de perspective de carrière. Parce que, bon... Alors, voilà, il y a eu une prise de conscience qui a eu lieu, et effectivement, par rapport au dernier aspect de votre question, les responsables français se sont rendus compte, comme les responsables européens, et rendons hommage à Madame Vestager ou Monsieur Breton à Bruxelles, que nous ne pouvions pas être les témoins passifs
de notre décadence et avoir comme choix ultime d'être les clients prisonniers, soit des États-Unis, plus probablement, soit de la Chine. Et qu'il fallait ne pas nous résoudre à cela. Donc tant au niveau européen qu'au niveau français, il y a eu un réveil, il y a eu une prise de conscience et des décisions qui ont été prises. Il était temps. Parce que à partir d'un certain moment, le retard devient irréversible. Il est encore temps. Pour les données personnelles, on est trop en retard pour rattraper les gens américains. Pour les données industrielles et les données de santé, il est encore temps. Et donc, tant mieux si le réveil a eu lieu. Parce qu'il y a des États qui ont imposé aux GAFAM un certain nombre de contraintes. Et on a l'impression que l'Union européenne n'est pas encore prête à mener le combat, j'allais dire. Elle l'est depuis quand même quelques temps, puisque finalement c'est quand même la Commission européenne qui a plusieurs fois donné des amendes à Google, à Apple. Alors c'est sûr que quand il y a une amende qui est donnée et que l'Irlande dit non, on veut pas recevoir l'amende parce que sinon on a peur que Apple s'en aille de chez nous. Et bon, le problème pour l'Europe de faire front commun par rapport aux GAFAM, c'est le problème de la concurrence fiscale, sur lequel ces GAFAM qui pratiquent une évasion fiscale, appelez ça évasion, optimisation en tous les cas, et parce qu'ils ont des armées de conseillers très formés qui les aident à cela, sur le plan juridique, etc. Et donc effectivement, mais quand même, l'Union européenne, notamment par les décisions sur la directive sur le digital qui a été prise, les 2 directives qui ont été prises il y a 2 mois, sur la lutte contre finalement l'extinction de la concurrence. Et je dirais que alors que dans mon livre, je m'interroge beaucoup sur le fait que est-ce que les GAFAM ou les BATX ne sont pas en train, eux, de concurrencer les États. Parce que finalement, vous avez ces grandes sociétés qui ont un chiffre d'affaires bien supérieur au PIB de la plupart des États. La fortune personnelle de leurs dirigeants est supérieure au PIB des 3/4 des États existants. Et ils ont un nombre d'adhérents, de clients, d'utilisateurs qui sont plus importantes que la population de la Chine et de l'Inde réunies. Et en plus, c'est des gens qui volontairement vont là-dessus. Donc il y a quand même un danger un peu de s'attaquer à la souveraineté. Et il y a 1 an, 3 événements conjoints ont attiré mon attention. Mark Zuckerberg voulait créer sa monnaie, la Libra. Or, le fait de battre monnaie, quand même, c'est le symbole de l'État. Voilà, c'est bon. Elon Musk vient au secours de la NASA, qui a besoin d'un opérateur privé pour faire envoyer une fusée sur la Station spatiale internationale. Et Bill Gates vient faire les fins de mois de l'OMS, puisque Donald Trump a décidé que c'était terminé. Donc vous voyez des individus, alors bon, tant mieux que Bill Gates fasse cela, mais disons que le problème, les États, leurs dirigeants sont responsables devant leur peuple, même dans les dictatures d'un certain côté. Alors que ces milliardaires ne sont responsables devant personne. Devant leurs clients, éventuellement. Mais bon. Oui, peut-être, par le biais de l'opinion, effectivement. Bon, est-ce que ces gens, effectivement, qui ont grandi par un pouvoir horizontal, c'est-à-dire en tissant des réseaux, des toiles, etc., vont pas avoir la tentation, effectivement, un jour, de se transformer en pouvoir pyramidal, de se placer au-dessus? Ils le sont déjà. C'est quand même leur rêve. Au final, c'est l'aboutissement du pouvoir, c'est celui-là. L'aspect horizontal, c'est pour bâtir leur puissance, mais eux, leur prise de décision, ils ne consultent pas l'ensemble de leurs clients consommateurs pour prendre une décision. Et on voit bien qu'ils veulent s'extraire de tout cela. Elon Musk va aller sur Mars et y faire une colonie. On voit bien qu'ils veulent s'exonérer, non seulement de leur responsabilité fiscale, mais de toute leur responsabilité. Alors, ils créent des fondations, mais la fondation, c'est de la charité. Là aussi, ce n'est pas responsable. Et donc, il y a eu ce mouvement. Et là, par rapport à ce que vous disiez sur la Commission européenne, il y a eu un mouvement quand même un peu de stop. Aux États-Unis, on voit que le moment où les GAFAM avaient tous les pouvoirs, y compris avec Trump d'ailleurs, mais est terminé. Le département de la justice fait une enquête sur la non-concurrence et le secrétaire au Trésor est d'accord pour accepter une taxation européenne des GAFAM. Donc c'est fini, l'âge d'or des GAFAM où ils avaient tous les droits parce que l'État américain s'est rendu compte qu'il était en danger. En Europe, il y a ces décisions dont nous parlions. Et puis en Chine, alors ils ont fait ça à la chinoise, Monsieur Jack Ma a été prié de suivre la vie, d'obéir. Et du temps de Mao Tse-tung, on disait que le parti commandait au fusil, c'était l'un des mantras de Mao Tse-tung. Aujourd'hui, le parti commande toujours au fusil, mais aussi le parti commande au BATX. Il y a eu aussi cet événement, alors quoi qu'on pense de Donald Trump, le fait que Twitter le bannisse, c'était quand même malgré tout le président des États-Unis. Ça veut dire qu'il y a eu dans ce rapport entre le pouvoir politique et la puissance d'un GAFA, enfin de Twitter, c'est Twitter qui a gagné. Oui.
Alors j'ai des sentiments mêlés par rapport à ça, parce que j'aime pas la censure, je préfère que les gens s'expriment et qu'on puisse les contredire, et donc même si c'est Donald Trump. Et ce qui est notable dans cette affaire, c'est qu'en fait, on a protesté, mais Twitter, on ne proteste pas si par exemple Le Monde, Le Figaro, Libération vous refusent une tribune. Ces journaux choisissent. Si vous n'êtes pas invité à BFM ou CNews, vous n'allez pas protester. Ils choisissent à qui ils donnent la parole. Et en fait, on a considéré, ça en dit long sur l'importance de Twitter dans nos vies quotidiennes, on a considéré que c'était non pas une firme privée, mais un service public accessible à tous. C'était un droit. Un droit, effectivement. Ce qu'on ne demande pas pour aucun autre média. Les autres médias ont des choix éditoriaux qui sont ceux de leur rédaction, de leurs actionnaires, et on trouve ça normal, et on va acheter celui dont on sent le plus proche. Et là, le fait qu'il y ait eu un débat, même les gens qui n'aiment pas Donald Trump comme moi, ont dit que c'était pas normal que l'on supprime son compte Twitter, parce que c'était une censure, mais en fait, Twitter est une compagnie privée qui n'est pas censée être un service public accessible à tous. On peut considérer aussi dans l'affaire de Donald Trump que Twitter, voyant bien que Donald Trump était fini politiquement, s'est mis du côté du manche, c'est toujours un peu du côté du pouvoir, quoi. Oui, vous avez parfaitement raison, c'est un peu les résistants de la 25e heure. D'une part, effectivement, Trump avait plus que la tête coupée, c'était un canard qui avait la tête et les pattes un peu coupées, et puis ils ont voulu envoyer un message à tous les anti-Trump. Ils ont achevé en fait le corps de... Voilà, oui. Parce que dans les utilisateurs de Twitter, il y a quand même plus de gens hostiles à Trump que de partisans de Trump. Donc ils ont voulu envoyer un message au niveau mondial à ceux qui n'aiment pas Trump. Il y a un autre aspect, c'est... j'insiste un peu là-dessus, je suis désolé, mais c'est vrai que Trump est le premier président qui a gouverné avec son téléphone, quoi, avec Twitter. C'est quand même un événement absolument... Et on peut même dire qu'il a été élu ainsi, puisque les médias lui étaient plutôt hostiles et qu'il avait cette relation directe avec la population par son compte Twitter qu'il a gardé pendant 4 ans. Effectivement, ça c'est quand même un changement fondamental parce que effectivement aucun autre président n'aurait pu faire ça vu que Twitter existe quand même depuis très peu de temps. C'est vrai que lorsqu'il avait ces discussions avec le président nord-coréen via Twitter, c'est quand même quelque chose d'assez curieux dans la diplomatie. On n'a jamais vu ça pour le coup. Oui, effectivement, on n'en est pas. Rappelez-vous les négociations pendant la crise de Cuba, où il n'y avait même pas de liaison directe, câblée, criblée entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et ce n'est qu'après 62 qu'on a mis ce fameux téléphone rouge, qui n'est ni un téléphone, qui n'est pas rouge. Et donc, effectivement, là, il y a à la fois les messages privés et puis cette diplomatie publique par Twitter interposée. Vous soulevez aussi des questions éthiques dans l'avènement de l'intelligence artificielle. Vous citez notamment cette phrase effrayante de Laurent Alexandre qui m'a marqué. « Les pays où régnera un consensus sur l'augmentation cérébrale des enfants pourraient, lorsque ces technologies sont au point, obtenir un avantage géopolitique considérable dans une société de la connaissance. » Et vous demandez ensuite la constitution d'un GIEC de la bioéthique pour contrôler le développement de l'eugénisme, en particulier embryonnaire. Oui, effectivement, on est tous heureux de pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé. Et l'intelligence artificielle permet de dépister plus facilement les maladies, et une fois qu'elles sont dépistées, d'établir un diagnostic et un protocole médical qui nous permet, et donc qui peut décemment dire non, il ne faut pas lutter contre la maladie d'Alzheimer, contre la dégénérescence mentale ou contre les cancers, etc. Et après, bien sûr, le danger, on voit bien, c'est l'eugénisme, effectivement, comme vous l'avez dit. Et là, ce sont des débats quand même fondamentaux pour notre avenir. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un bon serviteur, ne devienne pas un maître? Parce que si on veut produire des surhommes programmés, il y a déjà des gens qui voudraient pouvoir choisir la couleur des yeux de leur enfant, bientôt, enfin bref, on voit bien tout cela. On voit que ça peut, tant mieux si on peut avoir moins de naissance d'enfants handicapés, et effectivement, et quand on regarde la situation d'aujourd'hui et celle d'il y a quelques générations, ça a radicalement changé, mais il ne faudrait pas effectivement que l'on tombe dans un monde d'eugénisme. Et c'est là que d'ailleurs le réaliste redevient un petit peu internationaliste, parce que quand vous parlez d'un GIEC de la bioéthique, c'est-à-dire que vous croyez encore possible que le monde puisse s'organiser de façon collective pour faire face à ces grands enjeux, que ce soit le climat, que ce soit l'intelligence artificielle. J'admets que l'étude contemporaine du monde ne conduit pas à une vision aussi optimiste que celle que c'est un objectif, ce n'est pas une réalité.
Quand on parle de communauté internationale, c'est pour déplorer son inaction ou son échec, généralement pas pour célébrer ses réussites qui sont plutôt rares. Bon, le fait que Biden arrive au pouvoir à la place de Trump va un petit peu limiter les dégâts de l'unitarisme, mais ne nous trompons pas, Biden ne sera pas multilatéraliste tel que nous, Européens, l'entendons. Mais effectivement, si on regarde tous les grands défis, à quoi servirait qu'il y ait une loi éthique sur l'intelligence artificielle en France si d'autres pays ne vont pas dans le même sens? Sûr. Donc sur tous les grands enjeux qui se posent à l'humanité, il ne peut y avoir qu'une réponse collective. Sinon, effectivement, c'est un échec ou un différentiel de compétitivité. C'est la question aussi chinoise, puisque finalement, États-Unis ou Europe, on a quand même le même logiciel intellectuel, culturel, historique. Quand on a l'irruption d'un pays qui est sur un autre registre, qui a la puissance technique, la puissance militaire et qui reste une dictature plus ou moins forte, et donc qui pourra imposer ça, le risque, et comme vous l'avez souligné aussi, c'est que nous devenions les vassaux de cette puissance-là. Le risque, c'est en fait quand l'URSS se dote de l'arme nucléaire, le risque c'est qu'il l'utilise. Donc dès que un pays qui n'a pas le même régime que nous accède à un degré de puissance dans n'importe quel domaine, le risque c'est effectivement qu'il a peur des pays qui n'ont pas ce système de valeurs, c'est qu'ils l'utilisent contre nous, effectivement. Alors, on voit bien que l'intelligence, les réseaux sociaux en Chine permettent à la fois une expression qui n'existait pas auparavant. La Chine est un pays autoritaire, elle n'est plus le pays totalitaire qu'elle était sous Mao. Sous Mao Tse-tung, et donc avant 90, au sein d'une famille, on ne critiquait pas le régime. Pas parce qu'il n'y avait pas motif de le critiquer, mais parce qu'on avait peur d'être dénoncé au parti par un membre de la famille. Aujourd'hui, on peut avoir des problèmes, mais pas à ce stade-là. Il y a 150 millions de Chinois qui partent chaque année à l'étranger, avant le Covid. Ils reviennent, ils ne demandent pas l'asile politique. Donc, même si Internet est contrôlé en Chine, il a quand même permis un espace de liberté. Et en même temps, le contrôle social, le fait de pouvoir mieux contrôler les gens, ça joue dans les deux sens. Je pense quand même dans l'arbitrage, il y a toujours ce débat effectivement qui est un débat essentiel. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'avoir pire encore que 1984, tel que George Orwell le prédisait, ou est-ce qu'on a plus de moyens? Écoutez, notre rencontre n'aurait pas pu exister il y a 30 ans, parce qu'on n'aurait pas eu les moyens d'échanger, on aurait échangé nous trois. Ça n'aurait jamais été porté à la connaissance du public. Et où il aurait fallu que vous ayez les capitaux nécessaires pour créer votre chaîne de télévision. Et donc, Donc je pense quand même que, même s'il y a effectivement des inquiétudes à avoir, qu'au global, les réseaux sociaux donnent plus de liberté. Parce qu'ils ont cassé les monopoles de l'information dont les gouvernements jouissaient auparavant, et qu'il fait de chacun d'entre nous à la fois un récepteur d'information, mais aussi un émetteur. Alors qu'auparavant, nous n'étions que récepteurs d'informations. J'aurais une petite question qui n'est pas vraiment sur l'intelligence artificielle, mais pour rebondir sur cette présidence Biden qui commence, c'est quand même un événement très important dans les relations internationales, puisqu'à chaque présidence américaine, on a quand même des inflexions, des virages importants. Comment est-ce que vous voyez ça? Pour l'instant, on a le sentiment que Biden, notamment au Moyen-Orient, veut rééquilibrer les choses, c'est-à-dire qu'il veut renégocier avec l'Iran, s'éloigner un petit peu d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Du coup, la France, on dirait, pourrait retrouver une position qui était comparable à celle de Laurent Fabius, c'est-à-dire plus à front renversé avec les États-Unis, c'est-à-dire plutôt côté saoudien et méfiant vis-à-vis de l'Iran, alors que sous Trump, c'était l'inverse. Alors, la France, c'est quand même comme ses partenaires britanniques et allemands favorables à la reprise des négociations. On a tenu bon, on a déploré la rupture du pacte iranien par Trump, et même si la France a été contrainte de cesser les relations commerciales avec l'Iran du fait de la menace de sanctions américaines, la France, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont continué à adhérer au principe. Donc je pense que le changement de Biden ne va pas s'éloigner d'Israël. Il va appeler à la reprise des négociations, qu'Israël n'acceptera pas et Biden ne dira rien. Donc du côté israélien, ça ne changera pas. Il va prendre des distances avec l'Arabie Saoudite, mais distances modérées aussi, parce que il sait que MBS sera le prochain roi et qu'il doit faire avec, et que sinon il y a des risques. Donc il prend ses distances, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de divorce entre Riyad et Washington, mais il y aura une reprise des négociations avec l'Iran, et le message qu'il envoie à Israël et à l'Arabie Saoudite, c'est « je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je le ferai quand même ».
ne pas prêter flanc à cela. Est-ce que la France peut retrouver, je ne suis pas sûr que ça ouvre autant d'espace que cela. Il faudrait que la France ait une position plus originale. Et à la fois, la France a toujours une position spécifique, mais moins fortement quand même qu'auparavant. Oui. On dit parfois elle va même au-delà des espérances des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est parmi les plus faucons, les plus... Sur l'Iran, ça a été le cas effectivement, puisque Laurent Fabius s'était opposé au premier accord nucléaire iranien concocté par Obama, qu'Obama voulait signer rapidement. Et d'ailleurs, je lui ai dit à l'époque, s'il y a un deuxième accord, tout le monde te félicitera du fait d'avoir un accord renforcé. Mais s'il n'y a pas d'accord, tu seras responsable de l'échec. Malheureusement, il y a eu un accord renforcé qui a été cassé par Trump, puisque le fait de renforcer l'accord, c'était aussi pour qu'il soit inattaquable. Mais on ne pouvait pas prévoir en décembre 2015 que Trump allait être élu, et donc qu'il allait casser un accord censé être renforcé. Sur l'intelligence artificielle, il y a aussi la notion des ressources. Quand on parle numérique, on a souvent l'image de quelque chose qui est assez évanescent, qui est le cloud, et donc qui n'est pas matériel. Or, c'est un domaine qui est profondément matériel, qui s'inscrit dans des territoires. On a vu les questions de la guerre du droit notamment et de l'extraterritorialité. Et puis il y a la question également de toutes les ressources, terres rares et autres nécessaires. Sur ce point-là, la Chine a un avantage important parce qu'elle dispose de nombreuses mines. Donc quand on fait des processeurs, des semi-conducteurs, elle a, ces ressources, qui est aussi une manière de lui donner un pouvoir par ce biais-là. C'est plus le pétrole maintenant, mais c'est le silicium. Oui, et disons que la Chine est assise sur une Arabie Saoudite des données, parce que la population est plus nombreuse et qu'elle donne un accès très facilement à ces données, beaucoup plus que dans les pays occidentaux. Donc effectivement, on peut penser que le combat, la bataille, le duel sur l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis, la Chine est en train de prendre l'avantage. Elle est partie plus tard. Il y avait 0,2% d'utilisateurs d'Internet à la fin du siècle dernier. Et aujourd'hui, il y a 850 millions d'internautes en Chine. Il lui manque quand même les hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole, qui restent malgré tout, ils ne sont pas évacués des relations internationales, qui restent fondamentaux dans le... Oui, bien sûr, mais elle a sécurisé ses accès. Parce que la Chine a justement de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, et puis la Russie est là pour y pourvoir. Donc la Chine a des failles. Pour l'instant, sa faille, c'est un peu l'accès aux semi-conducteurs, qu'elle ne maîtrise pas. C'est Taïwan d'ailleurs qui maîtrise. Et Taïwan arrête, à la demande de Trump, arrêter d'envoyer ses semi-conducteurs. Donc ce que je pense, c'est comme très souvent quand il y a un embargo comme ça, le pays s'arrange pour combler le déficit qu'il avait, et la Chine va maîtriser ce semi-conducteur. L'autre faiblesse de la Chine, c'est peut-être en matière agricole, puisqu'elle n'a que 8% des surfaces agricoles mondiales, contre 23-24% de la population, et qu'elle doit sécuriser son approvisionnement alimentaire, d'où d'ailleurs le deal qu'ils avaient passé avec les États-Unis, avant que n'éclate cette brouille et ces accusations sur fond de Covid-19 de la part de Trump. Ce qui est d'ailleurs déjà un peu le cas de l'Union soviétique, qui avait du mal à nourrir sa population, enfin même qui n'y arrivait pas. Finalement, ces deux pays ont au moins ça de similaire. Oui, alors, mais la différence, c'est que l'URSS n'y arrivait plus, alors qu'au début du XXe siècle, la Russie était exportatrice de matières premières agricoles, et puis la dernière année, il y a presque un manque agricole. On disait que les 4 calamités de l'agriculture soviétique étaient l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Mais c'était surtout quand vous avez 4% des parcelles privées qui fournissent 25% de la production, vous voyez ce qui ne marche pas. Et le fait que la Chine lorgne vers l'Afrique, c'est aussi une manière de trouver des terres arables pour nourrir sa population. Il y a des voies à l'ONU, il y a des matières premières, et il y a aussi cette dimension de matières premières, matières rares, etc. Et il y a aussi, vous avez tout à fait raison, et aussi l'accès à l'alimentation. Dernière question, Pascal Boniface, on arrive au terme de cet entretien, mais alors c'est toujours donc très compliqué de faire des prévisions sur l'avenir, mais pour la France et l'Europe, dans cette compétition sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez quels seraient pour vous les éléments à actionner pour qu'on puisse avoir une voix au chapitre et qu'il n'y ait pas qu'une relation Chine-États-Unis, mais qu'on puisse malgré tout peser? Parler d'une voie unique et investir. Parler d'une voie unique qui est vraiment une voie européenne et que l'on soit... Et les échos que j'ai de la Commission, c'est que sur ce sujet-là, il n'y a pas les divergences qu'il peut y avoir sur d'autres sujets, parce que chacun est conscient quand même que c'est là où il faut aller. Donc surtout parler d'une voie unique, parce que si vous êtes 27 face au GAFAM ou au BATX, vous pesez.
qu'il s'agisse de parler à Huawei qu'à Google. On a un marché de 450 millions d'habitants avec des hauts potentiels, donc c'est pas rien. Et puis investir effectivement. En 2002, on avait parlé des autoroutes de l'information au sommet de Lisbonne, puis plus rien. Donc il faut cesser d'être, vous savez, comme à l'opéra où vous avez des grands costauds qui chantent marchons, marchons en restant sur place. Donc il suffit pas de chanter marchons, marchons, il faut mettre le pas en avant. Il faut avancer aussi. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Conflit. Je rappelle votre ouvrage Géopolitique de l'intelligence artificielle qui est paru chez Erol. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque dont le dossier actuel est consacré à la géopolitique de la peur. Et sur notre site internet, le numéro actuel et les anciens numéros, vous pouvez également retrouver en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.